sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. J'essaye des trucs. C'est bien. J'essaye des trucs pour créer la chaleur dans ce studio. Bonjour à tous, bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. C'est votre rendez-vous bien-être sur France 2, mais vous le savez maintenant, parce que vous êtes tellement nombreux à nous regarder. On a de plus en plus de messages, de plus en plus d'œils qui nous regardent et qui améliorent leur bien-être grâce à cette émission chaque matin. Et ça nous réjouit, ça réjouit tout autant Sarah Carnot, qui sont à mes côtés, que notre public aussi. Et aujourd'hui, voilà, je vous ai donné un petit indice. Notre dossier du jour, c'est la chaleur. Alors, vous allez me dire, pourquoi ? Parce que notre corps et notre mental adorent quand... C'est chaud, Quand c'est chaud. Mais oui, quand c'est chaud. Alors, une bouillotte, ma passion, un bain chaud, le soleil sur la peau, une tasse de café ou de thé au creux de nos mains, un sauna, quand on peut, ça c'est génial. La chaleur, on la cherche instinctivement et c'est pas pour rien. Restez avec nous parce que vous allez découvrir les pouvoirs magiques de cette chaleur. Au sommaire, on vous emmène à la découverte d'une thérapie par la chaleur. Ça s'appelle la sablothérapie. Alors, j'avais jamais entendu parler de ça. On vous dira tout dans quelques instants. Le concept est simple. On plonge dans un bain de sable chauffé à 40 degrés. C'est une expérience à la fois physique et sensorielle. On est enveloppé de chaleur. Ça détend les muscles en profondeur et ça apaise les tensions. Et si la chaleur était une alliée en cuisine ? Cuisson douce, plat tiède, légumes fondants. La chaleur en cuisine, elle a des vertus que vous ne soupçonnez pas. La nutritionniste Coralie Costi nous explique comment en tirer le meilleur pour notre santé. Et puis ce matin, Sarah nous emmène aux quatre coins du globe avec sa lunette, sa lunette de Phileas Fogg, pour découvrir comment on utilise la chaleur comme source de bien-être. Oui, les 4 points. Et il faut bien que ce soit les 4, Sarah. Et puis bien sûr, il est là pour nous déculpabiliser. Je parle évidemment de Stan Gusman qui sera là avec nous aussi dans cette émission. Vous allez voir que la chaleur a le pouvoir de vous renforcer, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Donc il est temps de connaître tous ces avantages pour notre santé et notre bien-être avec Abigail Deby. Bonjour Abigail. Bonjour. Alors tout le monde vous connaît maintenant, mais bon, je précise quand même que vous êtes médecin urgentiste, que donc vous avez quand même un spectre de connaissances extrêmement complet sur notre santé et notre bien-être. Et on est d'accord, la chaleur, elle agit pas qu'en surface, elle pénètre profondément en fait dans notre corps et elle nous soulage. C'est pour ça qu'on utilise ces bienfaits en médecine. Oui, tout à fait. On appelle ça la thermothérapie. En fait, la chaleur, elle a des bienfaits à la fois sur notre santé physique et notre santé mentale. Sur le plan physique, ça booste la circulation sanguine. Ça peut même favoriser la récupération après l'effort, notamment chez les sportifs. Ça apaise certaines douleurs, ça relâche nos muscles. Et sur le plan psychologique, on le comprend très bien, une chaleur quand même supportable, et ça apaise l'anxiété, ça donne une sensation de bien-être général. Donc c'est pas un traitement de la cause, mais ça peut être un bon traitement d'appoint, notamment pour les douleurs chroniques. Et il y a même des découvertes plus insolites. Par exemple, en Finlande, où les gens font beaucoup de sauna, on a découvert que ça prévenait en partie le risque de maladie d'Alzheimer et que ça augmentait l'espérance de vie. Donc il y a plein de bienfaits. Ouh là là, ça me plaît énormément. On va vous parler de tout ça tout au long de cette émission. Sarah, vous avez réchauffé le cœur des Français, comme chaque matin. Mais oui, pas que les cœurs. Pas que les cœurs, Agathe, les corps aussi. Oh là, mon Dieu. Les amis sous plaid, c'est comme sous vide. Enfin, vous allez voir. Regardez. Pourquoi vous aimez la chaleur ? C'est très touchant, ça réchauffe nos cœurs et on est bien, non ? Allez. Oh, oh merci. Pas mal la coupe de cheveux. La coupe. En tout cas, c'est parfait pour le brushing. Mais oui. Merci beaucoup, Sarah. Surtout si vous la croisez, changez de trottoir. La police n'intervient jamais. Toujours pas. Alors, dans le public, il y a une fan de chaleur, c'est vous, Jennifer. Tout à fait. Pour vous, longtemps, la solution, ça a été de partir vivre à l'étranger, dans un pays chaud. C'était ce que vous vous imaginiez, mais pour l'instant, vous ne l'avez pas fait. Alors, vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Et pour vous, je vous cite, aller dans un endroit chaud, c'est se sentir bien physiquement et mentalement. Seulement, vous posez une question, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous fantasmez ou est-ce que c'est bien réel ? On va en parler avec vous tout à l'heure.
Tout à fait. À tout à l'heure, Jennifer. Merci d'être avec nous. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre, vous aussi, dans le public, pour raconter votre histoire, vous avez nos réseaux sociaux pour nous taper sur l'épaule et nous dire « Tiens, moi, j'aimerais bien vous parler d'un petit problème que j'ai. Je voudrais améliorer mon bien-être général. » Et on vous répond, c'est promis. Sarah, je vous laisse rejoindre Jennifer et le public. Pourquoi est-ce que la chaleur favorise la détente? Pourquoi est-ce qu'elle apaise l'esprit? Pourquoi est-ce qu'elle soulage nos maux pour notre bien-être général? C'est le moment de répondre à ces questions que tout le monde se pose. Alors Sarah, est-ce que le public est chaud ce soir? Wow, pas mal. Oui. Bravo. Oh, de longues années à traîner mes guêtres dans les boîtes de nuit. Oui, Agathe. Tout le monde vous connaît dans le quartier. Oh, tout le monde. Ils ont chaud et ça se sent. En fait, surtout. Donc voilà, pour dissiper les odeurs, petit ventilo. Mais c'est pas les seuls, les Français que j'ai rencontrés aussi. Soulevez les bras pour voir. C'est quoi les bienfaits de la chaleur selon vous? La chaleur vient avec le soleil et je trouve que ça met de bonne humeur. La détente. Ça nous fait transpirer et puis bon, ça nous dégage des toxines. C'est quoi votre petit bonheur chaud? J'aime bien mettre la douche très très chaude quand je me lave. Un bon thé chaud et le hammam, j'adore. J'ai la chance de pouvoir faire des saunas de temps en temps et fréquemment. Qu'est-ce qui vous donne chaud, vous? Des émotions fortes. Chaud au cœur ou chaud Arnaud Loquet, peut-être? Oui, par exemple. À votre avis, la chaleur, ça peut soigner quoi? Dans les règles, le premier jour, quand t'es plié en deux, une bonne bouillette sur le ventre, ça aide bien. Ça soigne d'abord le moral. Ça soigne le stress, en tout cas, un moment, on se sent plus détendu. Vous, pourquoi utilisez-vous la chaleur? On a des douleurs. J'ai eu une cruralgie l'année dernière, donc il fallait me mettre des compresses de chaud et pas de froid. Et là, vraiment, je sentais un bien-être, Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait chaud au cœur? De rencontrer les gens qui sont sympathiques, comme toi. Câlin. Câlinou, vous avez chaud là? Vous leur avez dit que vous aviez la grippe A? Vous leur avez dit que vous aviez la Omis ce grippe A? détail. C'est ça, vous leur J'aurais avez dû. dit. Oh, ça aurait été plus gentil, mais enfin bon. Bon, Jennifer, plus Oui. sérieusement, vous avez, on l'a dit tout à l'heure, vous avez très envie d'aller sous des auspices plus agréables, donc sous la chaleur. Et oui, je voulais partir à Tahiti. Ah bah oui. Oui. Pourquoi? Alors, c'était à cause du Covid, parce que effectivement, le Covid, ça a été une période de la vie de tout le monde. On s'est tous un petit peu remis en question. Et moi, ça a été une envie, du coup, de quitter la grisaille parisienne et de me dire, mais en fait, ce pays qui n'est pas un pays, puisque c'est la France, c'est très beau, c'est très chaud, il y a du sable fin, c'est beau, les gens sont sympathiques, on se sent mieux parce que on a le côté, on se sent bronzé, on se sent donc plus séduisant, etc. Donc, je me suis dit, peut-être potentiellement je pourrais partir là-bas. Sauf que je n'ai pas pu le faire pour raisons professionnelles. Mais quand même, ça me trotte un petit peu dans la tête. Et puis, en plus, je suis un petit peu frileuse. Ah oui, c'est ça, parce que moi, le fait que vous ayez besoin ou envie d'aller donc dans des climats chauds, c'est parce que pour vous, la chaleur, c'est essentiel à votre bien-être? Absolument, parce que quand j'ai froid, en fait, j'ai tendance à me crisper un petit peu au niveau du dos. Ce qui fait que l'hiver, j'ai tendance à avoir aussi des douleurs au niveau du cou et au niveau des épaules. Donc, j'avoue que dès que je peux partir dans un pays chaud, ce qui est le cas souvent en été, je pars très souvent au bord de la mer, eh bien, j'y vais. Mais ma question est la suivante. Oui, mais c'est les vacances. Est-ce que c'est pas l'effet des vacances qui fait que qu'on se sent bien, qu'on se sent séduisant, parce qu'en vacances, qu'on parte à droite ou à gauche, finalement, on est reposé. Donc, telle est ma question. C'est vrai. On va explorer tout ça. On va essayer surtout de ramener un peu de chaleur dans nos vies quotidiennes, même quand on est sous la pluie et dans le froid. Abigail, on va voir comment la chaleur contribue à la détente du corps, de l'esprit et tout. Mais je voudrais aussi quand même, pour commencer, que vous nous expliquiez comment elle arrive à calmer la douleur. C'est-à-dire comment est-ce qu'elle arrive à agir sur notre corps. Jennifer nous parle de douleur dans les épaules, quand il fait froid, dans le cou et tout. Elle rêve pas. Non, elle ne rêve pas, c'est par plusieurs mécanismes. Quand on va appliquer de la chaleur sur une partie du corps, il va se passer plusieurs choses. La première, c'est que ça va provoquer un afflux sanguin parce que ça dilate les vaisseaux sanguins. Donc il y a du sang qui va arriver, donc les tissus vont être mieux oxygénés. Ça va permettre d'éliminer certaines substances qui sont impliquées dans la douleur. Par exemple, quand on fait du sport, les muscles vont sécréter de l'acide lactique et ça, c'est responsable par exemple des crampes. Donc c'est une des substances qui peut être éliminée, c'est pas la seule. Donc ça va diminuer la douleur par ce biais-là. Ça peut aussi favoriser à réparer les tissus puisqu'ils sont
mieux oxygénés, mieux vascularisés. Donc c'est utilisé aussi quand on a des douleurs après un effort sportif ou une contrainte musculaire par exemple. Et puis ça va provoquer un relâchement et une détente musculaire. Ça c'est vraiment un effet qui est important. C'est pour ça que vous vous sentez mieux sous les latitudes de Tahiti qu'à Paris. C'est tout à fait compréhensible. Et en fait avec cette détente musculaire, il va aussi y avoir moins d'influx douloureux qui vont arriver jusqu'au cerveau. Donc c'est pas pour rien en fait si on applique par exemple des coussins, des patchs, d'autres, des bouillottes, etc. On peut les appliquer sur le dos, par exemple, en cas de lombalgie. Pour l'arthrose, le matin, où on peut avoir, par exemple, des raideurs matinales, et ben, ça va calmer tout ça parce qu'il y a aussi une part musculaire dans les douleurs d'arthrose, des contractures musculaires. Et puis même, par exemple, pour le ventre, certaines douleurs de règles, pour les troubles fonctionnels intestinaux, pour les ballonnements, ben, on peut utiliser des bouillottes. Alors, il faut faire attention de pas... Parce qu'après, on va avoir des éruptions cutanées liées à la brûlure, liées à la bouillotte, donc c'est autre chose. Mais en tout cas, on sait que ça soulage aussi ce type de douleur. Donc, c'est un effet tout à fait réel. Abigail, moi j'avais entendu que les adeptes du sauna et du hammam étaient en meilleure santé. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que les Suédois ont de plus grande espérance de vie ? Oui, alors apparemment, surtout dans les pays nordiques où ils pratiquent, alors c'est plus montré pour le sauna que pour le hammam. Donc en Finlande, en Suède, etc., il y a des études qui montrent, qui ont été faites sur des hommes d'âge moyen, qui montraient que ceux qui pratiquaient le sauna, les bains chauds, avaient une espérance de vie augmentée, moins de pathologies cardiovasculaires, une espérance de vie en bonne santé qui augmentait et même, on l'a dit en préambule aussi, un risque de démence qui diminuerait. Alors, il y a plusieurs explications. Il y a probablement un effet cardiovasculaire. C'est comme faire un peu de cardio, parce que quand il fait chaud, notre cœur va être un peu boosté. Tout notre système cardiovasculaire va être boosté. Le cœur va battre plus vite. Il y a des variations de tension, etc. Donc, c'est comme si on faisait ce qu'on appelle un entraînement hémodynamique, un petit effort sportif. Donc, c'est le premier effet. Le deuxième, on l'a compris, c'est que quand on est dans un cocon un petit peu de chaleur, notre corps se détend, sécrète des endorphines, on est moins anxieux. Donc sur le long terme, si on pratique ça, ça veut dire moins d'inflammation, moins de stress chronique, moins de stress oxydatif. Donc ça réduit le risque de certaines pathologies. Et après, quand même, il y a forcément un biais de mode de vie, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller faire un petit sauna le matin ou le soir, avant ou après le travail. Donc c'est probablement aussi lié à des pratiques d'hygiène de vie qui sont plutôt bonnes, des conditions socio-économiques favorables. Donc on ne sait pas si c'est pas un petit peu tout ça qui se mélange. En tout cas, on sait que ça fait quand même du bien, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais bon, effectivement, on n'a pas tous un sauna à portée de main, quoi, il faut le dire. Alors ça, c'est pour l'équilibre du corps. Maintenant, je voudrais qu'on parle de l'équilibre mental. Est-ce que, comme le voudrait Jennifer, fuir la grisaille, partir au soleil, ça réduit l'anxiété et ça fait sentir un bien-être plus important dans sa vie de tous les jours ? Oui, c'est intéressant en fait l'effet de la chaleur. Ça montre bien les interactions entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que la chaleur va avoir des vrais effets physiologiques, on en a parlé, la détente musculaire, etc., qui ensuite vont influer notre bien-être psychologique. Donc déjà, la détente musculaire dont on a parlé tout à l'heure, elle va faire que ça va réduire l'influx de messages nerveux. Ça va aussi diminuer les douleurs chroniques. Et on sait que la douleur, les tensions, c'est quand même quelque chose qui va bouffer de l'espace mental et c'est de la charge mentale. Donc quand on n'a plus ces douleurs-là, forcément, moins d'anxiété, meilleur sommeil, plus de meilleure humeur, concentration qui s'améliore. La chaleur aussi active notre système nerveux autonome de la détente, le système parasympathique, donc meilleure respiration, bien-être global augmenté, sécrétion d'endorphines aussi, donc ces petits neurotransmetteurs du bien-être, donc ça c'est bien aussi. Et un autre effet, c'est ce qu'on appelle l'interoception, c'est la perception qu'on a de notre propre corps. Quand on est dans une sensation de chaleur agréable, pas oppressante, et en fait, on va avoir une sensation interne de sécurité et de confort. Donc, vous voyez que des sensations physiques peuvent se traduire par un bien-être psychologique. Si en plus on a la chance d'être sous la chaleur de Tahiti, par exemple, on bénéficie aussi du grand air et de la lumière. Et on sait que la lumière, c'est un peu comme la chaleur, ça a des effets aussi positifs sur notre bien-être. Donc, oui, c'est un effet absolument réel. Merci beaucoup, docteur Abigail Deby. Merci, Jennifer, pour votre témoignage. On vous souhaite de partir vivre à Tahiti. Je vais prendre mon billet d'avion. Ouais, mais si vous y allez, vous nous emmenez. Non, mais ce qu'on peut faire, par exemple, parce que si on peut donner un petit conseil, parce qu'on ne peut pas tous partir à Tahiti ou se marier avec un Finlandais qui nous offrira un sauna personnel dans notre jardin, on peut tout simplement prendre une petite douche chaude le soir. On sait que juste prendre une douche chaude, on ne va pas dire un bain, parce qu'on est quand même un peu écolo aussi, en fait, ça va augmenter la température du corps, puis ensuite, ça va la diminuer. Et ça fait sécréter de la mélatonine, qui est l'hormone pro-sommeil. Et rien que ça, déjà, c'est un petit geste du quotidien, prendre une douche chaude le soir, qui peut nous détendre et faire en sorte qu'on se sente bien, avec ou sans billet d'avion.
Je sais ce que va faire Sarah ce soir parce que quand vous avez parlé de douche chaude, elle a fait, elle a fait des têtes comme ça. Bah voilà. Et elle se dit, je vais mieux dormir. Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, des solutions bien-être, on vous en donne tous les jours dans cette émission. Vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux. Et vous allez voir qu'il existe beaucoup de façons de profiter des effets de la chaleur. Arnaud va vous en dire plus et ça va vous faire du bien. Évidemment, pour mesurer les effets de la chaleur, vous l'avez dit, il faut voir le succès des hammams et des saunas et des bains nordiques que Sarah a pu nous présenter au cours de ses magnifiques voyages. Nous, ce qu'on a eu envie de faire avec Luc, c'est qu'on a eu envie d'aller plus loin avec vous et de tester de nouvelles expériences. En fait, c'est des expériences à base de chaleur, c'est des thérapies qui permettent d'apaiser nos tensions et nos douleurs. Lui, il est parti en tester 2 qui sont hyper répandus en Asie. Il ne s'est pas fait prier et vous allez voir, c'est hyper original, c'est surtout hyper caliente. Première étape de son parcours, un institut de beauté du 2e arrondissement de Paris. Ici, Luc a rendez-vous pour une séance extrêmement rare en France, la sablothérapie. Le concept est simple, plonger dans un bain de sable chaud. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Très bien. Oui. Bon, c'est quoi la sablothérapie? Sablothérapie vient de la Chine. C'est un thé médical traditionnel. Et c'est parti pour une séance de 30 minutes. Luc enfile une combinaison jetable, mesure d'hygiène indispensable. Voilà. Avant une immersion dans ce sable chauffé à 40 degrés par des rayonnements infrarouges. Un sable directement importé du désert de Gobi. Et là, du coup, quels sont les bienfaits que ça va m'apporter, cette séance de sablothérapie? C'est pour faire de circulation de sanguine, renforce le système immunitaire. Une pratique idéale donc pour détendre ses muscles, traiter les rhumatismes, l'arthrose ou la polyarthrite. Ouais, là j'ai vraiment bien chaud en tout cas. Ouais, c'est petit à petit. Et puis on le voit, Luc transpire beaucoup, une méthode très efficace pour libérer les toxines. Mais il faut veiller à bien s'hydrater. Voilà. Attention évidemment, il ne faut surtout pas s'essayer seul à la sablothérapie sur la plage. Les conditions ne sont pas les mêmes et cela peut s'avérer très dangereux. Ouais, c'était une très bonne séance en tout cas. C'est bien aidé. Oui. Après la sablothérapie, Luc part tester une autre pratique, inspirée d'ailleurs des bains de sable chaud, le sauna japonais. Direction un club de fitness du 8e arrondissement pour rencontrer Florent Corneli, expert de ce dôme japonais. Bonjour Florent. Bonjour Luc. Vous allez bien? Très bien et vous? Alors c'est donc ça le sauna traditionnel japonais. C'est quoi la différence par rapport à un sauna classique finlandais ou un hammam par exemple? C'est votre corps qui va monter en température parce qu'on l'aura chauffé de l'intérieur grâce à l'action des infrarouges et non pas parce qu'on a chauffé l'air autour de vous. Ce qui fait qu'on a donc une meilleure pénétration, une meilleure sudation avec de meilleurs résultats, notamment sur la détox. Bon bah on essaye alors? Avec plaisir. Alors, avant de commencer, je vais vous faire laisser boire un verre d'eau. Oui. On perd combien de litres d'eau à peu près? Alors sur une séance de sudation en moyenne, vous allez perdre à peu près 1 litre de sueur, ce qui est l'équivalent de ce que vous pourriez perdre lors d'un effort physique, une course à pied notamment par exemple de 20 km. En plus du système à infrarouge, l'autre particularité de ce sauna, c'est que votre tête reste à l'extérieur du dôme, à l'abri de la chaleur. La séance de 30 minutes devient nettement plus supportable. Donc le premier quart d'heure, c'est vraiment l'effet bain de soleil, on sent que c'est très léger et en fait au fur et à mesure, la température interne augmente et là d'un coup en fait on a vraiment cette sueur qui sort d'un coup. Ouais, je sens que ça commence à bien chauffer là. Tout à l'heure c'était assez tranquille. Ouais. Et là ça commence un peu à transpirer. À quelle température le dôme est en train de chauffer en fait actuellement? Alors c'est toute la particularité des infrarouges, c'est que les infrarouges sont une onde. On ne peut pas mesurer l'infrarouge en température, c'est plus l'intensité qui va déterminer que vous allez transpirer plus ou moins. Qu'est-ce que ça va m'apporter pour mon corps cette séance de sauna japonais? On va venir notamment chauffer les nerfs sympathiques dans le dos qui vont en fait aider le corps à se détendre naturellement. Ça va permettre également d'avoir un rééquilibrage hormonal et donc jouer sur la relaxation, jouer pareil sur la récupération et sur la deuxième phase, le deuxième quart d'heure où la transpiration commencera à arriver. Là, on agira plus sur de la détox et on a également de très bons résultats sur la partie anti-âge puisqu'on va rebooster le collagène, travailler sur les fascias, les fibroblastes. Et pendant que Luc se détend, Sophie, cliente hebdomadaire du sauna japonais, nous livre ses impressions. C'est super relaxant, ça me permet de récupérer très rapidement. J'ai mal partout et je sors, j'ai plus mal. Eh ben dis donc, on a des journalistes de l'extrême. Il était beau dans sa combi là.
J'avoue qu'il est quand même très très beau physiquement, mais voilà, vous n'avez pas besoin d'être beau pour venir travailler avec nous, mais quand même. Alors, ce qui est sûr, on l'a vu dans la situation où il a sa combi, transpirer, c'est pas toujours hyper confortable, c'est pas très glamour non plus, mais pourtant, c'est ce qui fait qu'on se sent le mieux. Attention, mise en garde, on l'a dit dans le sujet, vous amusez pas à la plage à vous enfouir dans le sable, c'est pas forcément recommandé, ni pour les femmes enceintes ou les personnes cardiovasculaires, il faut faire attention, je parle sous votre... Les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, parce que les personnes cardiovasculaires... Il manquait un truc. Alors, Abigail, on en parle beaucoup depuis le début de l'émission, hammam, sauna. Ouais. Avec le public, on aimerait beaucoup avoir vos lumières pour faire la différence entre deux familles de chaleur. La chaleur sèche, S, comme sauna, et la chaleur humide, H, comme hammam. Donc, vous voyez le petit moyen mémotechnique ? Non, franchement, c'est un très bon moyen. Je vais vous présenter des situations du quotidien, et vous allez me dire qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus adapté. Alors, voilà, j'ai mon panneau sauna hammam, j'ai un micro, merci beaucoup Sarah. Je vais interagir avec vous, vous allez aussi me donner votre avis. D'abord, d'après vous, après le sport, pour détendre les muscles et récupérer de ses efforts, qu'est-ce que vous préconiseriez? Du sauna ou du hammam, vous, par exemple? Sauna. Sauna? Ça a l'air d'être tout le monde d'accord? Alors plutôt chaleur sèche, effectivement, parce que ça va favoriser la transpiration, donc l'élimination des toxines, de l'acide lactique, etc. Donc plutôt c'est vrai, c'est ça. Alors la deuxième... Excusez-moi, je vous interromps juste. Est-ce que c'est vous qui avez fait les panneaux, Arnaud? Oui. Juste pour mon information. Oui. Alors, pardon, hein, je vous adore. C'était après les fêtes de Bayonne, le lendemain? Ah oui, ok, ouais. Excusez-moi, pardon. Hein. Voilà. Hammam. Bisous. Non, c'est juste, je ne fais que passer. Je salue ma prof de géo du collège. Donc, pour la relaxation et le lâcher-prise, chaleur humide ou sèche? Je dirais chaleur humide. Oui, tout à fait. Parce que du coup, ça va limiter l'évaporation de la transpiration, donc ça va créer ce petit cocon odorant, mais très réconfortant au demeurant. Donc oui, ça crée vraiment une sensation de chaleur enveloppante qui est très agréable pour la détente. C'est un 2 sur 2, attention. Je ne sais pas sur qui ça va tomber pour la troisième, mais préparez-vous. Pour partir en vacances, ça c'est pour vous, Jennifer, pour profiter de la chaleur, mais sans être forcément oppressé. Est-ce que c'est plutôt climat humide ou climat sec, c'est-à-dire désert du Maghreb ou forêt tropicale, en gros? Si vous répondez faux, vous partez pas à Tahiti. Ah mince, alors je vais bien réfléchir. Non, je pense peut-être chaleur humide. Plutôt climat humide, non, il faut que j'aille dans le désert. On n'est pas obligé d'aller dans le désert, mais en général, on supporte mieux les climats avec une chaleur sèche, parce qu'on va transpirer plus facilement, donc on pourra réguler plus facilement sa température. La chaleur humide, ça peut être très oppressant. Dommage. Dommage. Non, mais c'est pas grave. L'ambiance, vous allez trouver autre chose. Je m'en vais du coup. Merci à vous, cher public, d'avoir joué le jeu, et merci à Abigail, bien sûr. Alors croyez-moi, la température va monter d'un cran. Il est temps d'accueillir le seul qui arrive à nous décomplexer et à nous déculpabiliser. C'est Stan Gusman. Dans la vie, faut pas s'enfermer. Tout le monde. Excusez-moi, Agathe, je suis venu sur le plateau depuis chez moi en courant. Je suis en eau, voilà, c'est les chutes d'Iguazou sous mes aisselles. En fait, je manque à tous mes devoirs, comment vous allez? Ça va la forme? Tranquille, ça va bien? Là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Parce que chez moi, c'est 12 en plus, c'est dommage. Bon, quoi, je vous dégoûte un peu? Non, pas du tout. Franchement, je vous adore, mais j'ai pas le temps, c'est tout. Il faut réhabiliter la sueur, Agathe, je vous assure. Parce qu'aujourd'hui, on cherche à l'éradiquer avec ce genre de pub pour des déos fraîcheurs 48 heures. Regardez, vous les connaissez déjà. 48 heures, ça suppose quoi? Pas ouf. Qu'on se lave tous les 2 jours. Alors ça, c'est vrai que c'est pas vraiment génial en termes d'hygiène. Alors que la sueur, en fait, c'est pas sale du tout. La sueur, ça sert à évacuer les toxines, à refroidir le corps, donc à nous maintenir en vie. Et je vais même vous dire mieux, la sueur, ça sent pas. Vérifiez, Agathe. Non, y a pas. Je vous en prie. J'ai pas le temps non plus. Non, toujours pas. Dommage. En fait, ce qui schlingue, ce sont les bactéries de notre peau qui se régalent quand on les laisse macérer trop longtemps dans notre transpi. Donc, après un footing, en principe, on refoule pas. Non, sauf si on garde son t-shirt toute la nuit. Dernier point, la sueur parle aussi aux autres car elle libère des phéromones. Ça, j'aime bien. Des composés chimiques volatiles, inodores, qui renseignent l'autre sur une éventuelle compatibilité amoureuse. Ah, c'est ça que je ressens alors. Mais oui, c'est irrésistible. Ah, oui. Oui, la transpiration est un filtre d'amour bien plus puissant que n'importe quelle autre ça le pique, que n'importe quelle autre fragrance. Bref, qu'on se le dise, la sueur, c'est le corps qui parle, qui régule et parfois même
qui séduit. D'ailleurs, j'aimerais tester ma compatibilité amoureuse avec les gens du public. Je vais venir vous voir, on va se faire une petite séance de free hug, on va voir qui est compatible avec ma transpiration. Alors, qui va tomber sous mon charme? Public dans mes bras? Quelqu'un? Non, personne? Essayez. Va là-bas. Oh, je sens une odeur qui me plaît là. Vous en pensez quoi? Non, qu'est-ce qui nous arrive, dis donc? C'est incroyable, on est compatibles. C'est que de la chimie amoureuse. Vous savez quoi? On va aller tester notre compatibilité en loge, Agathe, et on vous tient au courant, d'accord? Comment vous appelez? Ok, Yolande, on va transpirer. Eh ben dis donc, il arrive, il nous donne de l'info, etc. On apprend que c'est la vieille sueur qui est odorante et pas la jeune sueur. Et il trouve l'amour. C'est pas beau quand même. Merci à Stan Gusman. Sarah, oui, ça vous a motivé toutes ces odeurs? Très motivée, j'adore. Capucine aussi adore. Elle a une question pour Abigail. Alors moi j'ai une question. Je voudrais savoir quand on est au chaud, que ce soit dans un bain, dans une couverture ou dans les bras de quelqu'un, pourquoi on ressent tout de suite le sentiment de sécurité? Ça remonte au premier jour de vie, puisque dès la naissance, en fait, on va associer la chaleur à la sécurité, au confort, à l'alimentation, à l'amour aussi, au lien à l'autre, le pot à pot, etc. Et donc, dans le cerveau en construction, on va associer chaleur et sécurité, à la fois physique et psychologique. Et donc, c'est intéressant parce que ça fait appel à une théorie qu'on appelle la théorie de la cognition incarnée, qui est que des sensations physiques vont faire naître ensuite des constructions sociales et émotionnelles. Donc, vraiment, d'ailleurs, c'est pour ça que dans le langage courant, ensuite, on dit la chaleur humaine et la froideur émotionnelle. Donc, c'est quelque chose de très archaïque qui lie nos perceptions physiques, la construction et notre construction cérébrale. Chaleur, chaleur, chaleur. On a vu à quel point la chaleur était bénéfique pour le corps et la tête, grâce à vous, Abigail. Il est temps de passer à l'assiette, parce qu'on pense souvent que manger cru, c'est mieux. Mais si la chaleur pouvait parfois rendre les aliments encore plus bénéfiques, la chaleur en cuisine a des vertus qu'on ne soupçonne pas. Et la nutritionniste Coralie Costi nous explique tout de suite comment en tirer le meilleur pour notre santé et notre bien-être. Bonjour Coralie Costi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, vous êtes diététicienne nutritionniste, vous venez de publier aux éditions Larousse Mes petits déj sains et protéinés. Et ma première question, c'est est-ce que notre digestion préfère vraiment le chaud? Parce que moi, j'ai toujours cru qu'il fallait manger cru, enfin l'aliment brut. Alors, les aliments bruts, mais un petit peu cuisinés quand même. Notre système digestif va mobiliser beaucoup d'énergie pour la digestion, pour le processus de digestion, notamment pour les enzymes. Et donc, on va manger à une température la plus proche possible de notre température corporelle. Attendez que je comprenne bien. En fait, plus on mange froid, plus on doit créer d'enzymes pour métaboliser, c'est ça? Non, alors plus on doit réguler la température corporelle. D'accord. Le froid est un stress pour le corps qui doit ajuster la température, qui doit donc faire remonter la température pour optimiser la digestion. C'est pour ça que dans le désert, notamment, on ne boit pas forcément très froid. C'est pour ça qu'en été, il est déconseillé de boire trop froid, mais plutôt tiède ou à température. Température eau ambiante. Quand on a très chaud, il vaut mieux ne pas aller mettre son eau dans le frigidaire. Et c'est quoi la température idéale alors d'un aliment? C'est proche de la température corporelle, donc c'est autour de 37. Après, il y a des enzymes comme la lactase, qui est célèbre pour d'autres raisons, qui vont être efficaces entre 20 et 40 degrés à peu près. D'accord. C'est quoi la lactase? La lactase, c'est l'enzyme qui permet de digérer le fameux lactose, on en manque un peu, non, de des lactase. produits laitiers. Alors, à l'âge adulte, il arrive qu'on cesse d'en produire. Ça dépend des adultes. C'est une forme de mutation. Et souvent, quand on s'est arrêté de consommer du lait à l'adolescence, on produit moins de lactase. C'est-à-dire que plus on consomme de lactose, plus on va produire de lactase. Et si on recommence à consommer du lactose, on reproduit de la lactase, même à l'âge adulte? Alors, progressivement. D'accord. Oui, c'est fort possible. On ne sait jamais, parce que comme je digère mal mes raclettes, j'en profite pour vous poser des petites questions. Il y a très peu de lactose dans le fromage. Il y a très peu de lactose dans le fromage. Bisous, bisous, trop contente. Coralie, dans cette émission, le public profite du savoir de nos experts, forcément, et il profite aussi de leur présence pour poser des questions. Sarah, je crois qu'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question à notre experte du jour. C'est ça, c'est Mickaël. Oui, bonjour. Alors, moi, j'adore manger cru, mais j'ai souvent l'impression d'avoir encore faim quand j'ai terminé. Alors, pourquoi un plat cru donne l'impression de moins rassasier qu'un plat chaud? Alors, très souvent, parce qu'un plat cru, c'est un plat qu'on a moins travaillé, moins cuisiné.
si vous mangez des carottes râpées, vous allez avoir peut-être votre petite vinaigrette, mais vous n'allez pas avoir travaillé l'aliment. Or, la cuisson produit ce qui s'appelle une réaction de Maillard, qui va développer des composés aromatiques. Si vous aimez une bonne entrecôte bien grillée sur le barbecue, vous allez voir que rien que l'odeur, déjà, ça vous met l'eau à la bouche. Et aussi parce que le cru, notamment, va prendre beaucoup de volume dans l'assiette. Par exemple, vous allez cuire des épinards, vous allez avoir énormément de volume au départ, ou des champignons, et ça va bien réduire. Ce qui fait que quand vous mangez cru, vous mangez beaucoup en volume. Donc vous avez une sensation de rassasiement immédiat, mais un petit peu moins prolongée. C'est bizarre, Arnaud, je vous sens... Enfin, vous me faites votre regard numéro 23, qui est celui de « je veux participer à ce débat de cru ou cuit ». Ouais, je le sens, c'est l'heure de la happy thérapie. Donc Coralie, vous savez, ici, dans cette émission, on aime jouer à des jeux. Et je vais avoir besoin de vous. Et je pense que vous allez être tous ravis dans le public au moment où vous allez être au fourneau ce soir. C'est-à-dire qu'on va voir, je vais vous donner certains aliments et vous allez nous dire si c'est bon, cru ou cuit. OK. Alors on va commencer d'après vous, le public. La tomate. Cru. Oula, il y a un gros cru. Moi, je dirais cuit, moi. C'est plutôt cuit, parce que la tomate contient ce qui s'appelle du lycopène, qui est un puissant antioxydant, et qui est plus biodisponible, donc qui est mieux assimilé par notre corps lorsqu'on le cuit. Donc s'il y a des amatrices et des amateurs de sauce tomate mijotée, n'hésitez pas. Cela dit, en saison, avec un petit peu de mozzarella, pourquoi pas. Oui, il y a quand même des vertus à la tomate crue. Il y a quand même des vertus à la tomate crue, à condition que ce soit de saison. Vraiment, c'est important. Idéalement bio si vous mangez la peau. Et puis si vous prenez un coup de soleil, vous coupez une tomate crue en deux, vous la frottez dessus. Ah bon ? C'est radical. Mais non. Oui, c'est une recette de grand-mère apprise en Corse. Je pense à notre ami qui a... Je connaissais l'aloe vera, mais il n'y en a pas beaucoup dans nos contrées. Mais alors, la tomate, on en a pas mal. C'est super. On va faire ça. Très bonne recette de grand-mère. Trop bien. Arnaud. La carotte. Crue, cuite. 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 Moins de sucre, non ? Ah, le sujet du sucre. Alors, la cuisson va augmenter l'index glycémique de la carotte, mais en soi, il n'y a pas assez de glucides dans la carotte pour que ce soit problématique. La réponse, c'est plutôt cuite. Cuite à basse vapeur douce, pas de cuisson trop forte pour libérer le bêta-carotène. En revanche, si vous cherchez de la vitamine C, on va plutôt la consommer crue. D'accord, mais donc si j'ai bien compris, en fait, alors peut-être pas pour tout, on va attendre de voir les autres questions d'Arnaud, mais le fait de cuire, c'est ça qui libère les bienfaits quelque part. Moi, on a l'impression de l'inverse. On a l'impression qu'on va tuer toutes les vitamines, tous les minéraux en cuisson. Ça dépend de la cuisson, ça dépend de la température et ça dépend de ce qu'on cherche à préserver. Si on cherche de la vitamine C, par exemple, on va éviter de cuire notre aliment. Mais si on cherche du bêta-carotène, on va ajouter un peu de matière grasse pour bien l'assimiler parce que c'est liposoluble et on va plutôt cuire l'aliment. On a un nouveau mot dans le public, c'est cruit. Parce qu'il y en a qui ne savent pas si c'est temps des cruits qui arrivent. Alors... celui-là, on l'aime beaucoup, il revient vachement à la mode. En salade ou en smoothie, cru, cuit. Cuit. Bah maintenant on a compris, c'est cuit à chaque fois, elle dit cuit. Dites cuit, parce qu'elle dit cuit à chaque fois. Oui, alors cuit. Alors c'est plutôt cuit aussi. Je vous l'avais dit, les gars. Notamment si vous avez des problèmes d'absorption de fer, de calcium, ou si vous avez des calculs, parce qu'on va inhiber les oxalates. Qui sont des petits composés, et donc voilà, plutôt cuits. Donc des composés, les oxalates, c'est pas hyper bon. Alors, c'est pas hyper bon. Ça va empêcher l'assimilation, réduire en tout cas l'assimilation du calcium et du fer. Néanmoins, si vous cherchez du volume dans l'assiette et de la vitamine C, on va plutôt les consommer, crus. On va plutôt les consommer crus, bien lavés. Et alors la dernière, celle-là évidemment, je vous déconseille de croquer dedans crue. Mais la question avec la pomme de terre, c'est quelle est la cuisson ? Alors, on va éviter, ou plutôt limiter, parce qu'on n'évite rien spécialement, on va limiter la friture. C'est-à-dire qu'on va éviter de les cuire à trop haute température, parce qu'à partir d'un certain degré, on va libérer ce qui s'appelle des acrylamides. Donc, les frites, de temps en temps, avec notre fameuse entrecôte, mais plutôt cuites vapeur ou four à 180 degrés. Et si on les refroidit, ça va réduire l'index glycémique. Donc, ça peut être intéressant si on recherche à le réduire. Vous avez vu, Agathe, j'ai pas écrit pomme de terre. Je voulais pas prendre de risque. Oui, maintenant il prend plus le risque, c'est bien. Alors, Coralie Costier, on a parlé des modes de cuisson pour préserver les vitamines, les bonnes choses pour nous, etc. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle matière de conduction
on utilise, regardez, là j'ai 3 poêles. J'en ai une en téflon, une en inox et l'autre, elle est en je sais pas quoi, en céramique. Voilà, on aurait pu prendre de la fonte aussi. Je suis pas assez musclée pour la fonte. C'est lourd la fonte, mais c'était intéressant. Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, ce que je conseille, si on débute en cuisine et qu'on veut pas trop se prendre la tête, on va prendre une poêle en téflon, mais plutôt récente, et on va y faire attention pour qu'il n'y ait pas de micro-rayures qui pourraient libérer. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la fourchette pour tourner on évite ça, aliments. on évite les éponges, on évite de laisser sa sauce trop longtemps sécher dans la poêle et donc de la laver avec des éponges abrasives. On évite aussi, on limite le lave-vaisselle. Et tant que votre poêle est en bon état, et qu'il n'y a pas de micro-fissures, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de migration de particules. Ici, on va appeler ça un revêtement céramique, mais ce n'est pas vraiment de la céramique. En réalité, c'est du téflon qui a été recouvert. Et c'est juste... Ils nous ont menti. C'est esthétique, voilà, c'est anti-adhésif aussi. C'est pas hyper résistant. On va prendre un peu les mêmes précautions pour le téflon et c'est souvent plus cher. Et c'est souvent moins efficace. Ma préférée... À dégager. Vous l'aurez compris, ma préférée des 3... C'est l'inox. Mais ça colle l'inox. Ouais, c'est ça qui est dur. Oui, alors ça accroche l'inox, sauf si on a la technique magique, ou plutôt chimique, de la goutte d'eau. Qui je vois là? C'est-à-dire qu'on va mettre sa poêle à chauffer sans rien dedans. On va attendre 2-3 minutes. On va prendre un petit peu d'eau du bout de ses doigts, ou comme ça. On attend 2-3 minutes? Ouais. On attend que ce soit bien chaud et on va jeter de l'eau dans la poêle. Si vous avez tout de suite un voile de vapeur, c'est que c'est pas assez chaud. En revanche, et c'est marrant à faire avec ses enfants, enfin pas sans surveillance, hein, vous mettez de l'eau dans la poêle et ça va faire des petites billes d'eau qui vont rouler. Ça veut dire que votre poêle est assez chaude, qu'elle est prête et que vous pouvez ajouter votre matière grasse. Et là, normalement, ça colle plus. Donc on peut faire des crêpes dans des poêles en inox parce que moi à chaque fois c'est foiré. Hein. Ouais, alors. Attention, oui. Là j'ai dit quelque chose qui c'est la limite, je le sens. Alors les crêpes, c'est ma limite. Non, on peut, mais à condition d'avoir quand même une certaine maîtrise de son outil de cuisson. J'en ai un. Voilà. J'en ai, mais depuis que j'en ai, je cuisine moins bien. Il faut quand même le dire, je n'y arrive pas. Merci Corélie Costi pour vos précieux conseils. Sarah, alors vous êtes... Je suis prête. Vous êtes allée voir comment on utilise la chaleur comme source de bien-être, mais aux 4 coins du monde. C'est ma séquence préférée de cette émission, c'est le Vu d'ailleurs. Et j'embarque Jennifer, la pauvre. Je viens, non, je viens. Tu m'étonnes, elle est en train de se garer là, devant l'aéroport. Elle est en créneau. Elle veut de la chaleur. Ce matin, je vais vous emmener tester les pays où le bien-être ressemble à un rôti au four, Agathe. On va voir la bonne chaleur, la vraie, celle qui nous fait du bien, celle qui détend tout, même votre banquier, Agathe. Et oui, alors à votre avis, on part où en premier? On va filer là où la médecine est plus vieille que nos grands-mères. Si je vous dis médecine millénaire, yin-yang et dragon rouge sur les murs... La Suède? Bingo! Et non, c'est la Chine. Et là-bas, ils pratiquent la moxibustion. Alors, le principe, on chauffe des points d'énergie avec un bâton d'armoise incandescente. Donc, techniquement, on te soigne en te grillant légèrement. C'est léger. Mais il paraît que ça stimule la circulation, ça booste l'immunité, ça calme les douleurs. En fait, c'est comme si ton corps passait en mode « OK, les gars, on redémarre tout ». Alors, visuellement, on dirait qu'on te prépare une petite brochette, mais en réalité, c'est du bien-être. Ça vous va, Agathe? Ça me va très bien. Ouais, on change de desti. Allez, on souffle la fumée, on replie le kimono médical et on part vers le plus grand pays du monde, le pays de la vodka, vous connaissez bien, des immeubles gris. Je rigole. Kratos. C'est pas vrai. Kratos. À votre avis, on part où? En Islande. Mais vous avez tout bon ce matin, on part en Russie. Ah bah oui, voilà. Et là-bas, ils ont le banya. Alors le banya, c'est un sauna, mais en version commando. C'est une cabane en bois, de la vapeur brûlante. Et en fait, arrive un moment étrange où on te tape dessus avec des branches de bouleau trempées dans de l'eau chaude. Oui, on paie pour se faire fouetter là-bas, mais pour la bonne cause. Ça active la circulation, ça draine les toxines, ça détend les muscles. Et après ça, un petit bain glacé. Voilà, ton corps, il comprend plus rien, mais apparemment, ça booste l'immunité, l'énergie et le moral. Moi, perso, s'il faut souffrir pour me sentir bien, je dis non. Vous signez, vous aimez bien ce concept de la branche qui brûle? Oui, mais pas dans les mêmes conditions, en fait. Okay, on part ailleurs. Voilà, on repose les branches et on part à l'autre bout du monde, là où la chaleur vient directement de la Terre. Alors, si je vous dis plus de moutons que d'habitants et des piscines chaudes perdues au milieu des volcans, vous allez la voir, Agathe, là, c'est sûr.
On part où? Je sais pas, en Espagne. Ah là là, bravo, quel génie! Ben oui, parce qu'on part en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est pareil. À Rotorua, là où la terre bouillonne, des piscines chaudes naturelles, pleines de minéraux. On se baigne dans une flaque volcanique, en fait. Les Maoris utilisent ça depuis toujours pour soulager les douleurs, rhumatisme, stress. En fait, la chaleur, elle pénètre profondément. Et pendant que tu trempes, tu as des geysers qui explosent derrière. C'est le seul spa où on se demande si on se détend ou si la planète va exploser. Mais bizarrement, ça marche. Alors ici, malheureusement, les amis, je ne peux pas vous faire un volcan sur le plateau, c'est pas possible, ou vous brûler avec un bâton d'armoise. Mais par contre, j'ai ramené mes petites branches, je les ai chauffées. Si vous voulez, je peux vous fouetter avec. C'est du bien-être, c'est gratos. Hop, ça part. Ne me remerciez pas. Oh, vous êtes tellement adorable. Merci beaucoup, Sarah, pour le public. Ouais. Faudra pas s'étonner si c'est désert demain. Le seul problème de Rotorua, c'est que ça schlingue. Moi, j'y suis allé en tournage et ça sent l'œuf pourri. Arnaud, est-ce qu'on peut dire schlingue, par exemple, sur le site? C'est ce qui m'est venu. C'est ce qui lui est venu directement. Merci, mon Sarou. Merci, Corélie Costi. Merci, Abigail Deby, pour votre éclairage bel et bien ensemble. C'est fini pour aujourd'hui, mais je crois qu'il était temps. Parce que regardez, le public est au bout du roule. On va se retrouver demain, bien sûr, pour plus de bien-être. Ce sera dans l'hebdo avec Ali Rebéi. Très bonne journée. Bye.